La station d'observation était suspendue dans l'obscurité de l'espace, telle une araignée de métal. Ses capteurs pointaient vers la sphère lumineuse des barrières de quarantaine qui entouraient l'espace humain. L'ambassadrice Velia se tenait devant le hublot principal, les avant-bras croisés, un geste que son espèce utilisait pour exprimer une profonde réflexion. Elle avait surveillé cette barrière pendant 30 ans, scrutant les étranges créatures, appelées humains, qui vivaient à l'intérieur de leur cage. Le Concorde galactique avait construit cette prison 200 ans auparavant, juste après que les humains eurent découvert comment voyager plus vite que la lumière. La décision avait été prise à l'unanimité par toutes les espèces anciennes. Les humains étaient trop dangereux, trop imprévisibles, trop enclins à prendre des risques qui auraient été fatals à tout être sensé. Ils venaient d'un monde qui aurait dû les anéantir, où la gravité était 2 fois plus forte que la normale, où les prédateurs chassaient en meute, où les tempêtes pouvaient raser des villes. Au lieu de disparaître, les humains avaient conquis leur planète et s'étaient lancés à la conquête des étoiles. Belkia se souvenait des rapports des premières équipes de contact. Les humains avaient ignoré les signaux d'avertissement autour des trous noirs, car ils voulaient les étudier de près. Ils avaient atterri sur des planètes à l'atmosphère acide, simplement par curiosité. Ils avaient tenté de communiquer avec des espèces hostiles que les autres races évitaient à juste titre. Le Concorde les avait qualifiés d'insouciants et imprudents, une condition qui les rendait dangereux pour eux-mêmes et pour tous. Mais Velcho avait étudié les humains avec plus d'attention que la plupart. Elle avait suivi leurs émissions, appris leur langue, lu leur histoire. Certes, ils étaient violents et curieux d'une manière dangereuse, mais ils étaient aussi loyaux, créatifs et d'une bonté surprenante. Elle pensait qu'ils méritaient une chance de faire leurs preuves, mais le Concordat n'était pas de cet avis. La quarantaine resterait en vigueur pendant au moins 1000 ans, peut-être plus. L'alarme l'attira de ses pensées par un son strident qui fit claquer ses mandibules de surprise. Son assistant, un jeune triaxien nommé Costel, se précipita vers la console des capteurs. Ses antennes vibraient sous l'effet du stress. « Ambassadrice, nous avons une brèche », annonça Costel, la voix tremblante d'inquiétude. Un vaisseau humain a franchi la barrière. Belcha se dirigea rapidement vers la console. Sur l'écran, elle vit un vaisseau de taille moyenne percer le champ d'énergie qui marquait la limite de la zone interdite. Les plateformes de défense automatisées s'activaient, leurs armes se chargeant pour détruire l'intrus. C'était déjà arrivé, mais d'habitude, les humains faisaient demi-tour à la vue des armes. Ce vaisseau-ci ne rebroussait pas chemin. « Établissez-moi une liaison avec ce vaisseau », ordonna Velia. « Interrompez le feu des plateformes de défense. Le protocole de l'ambassadeur est clair. Je connais le protocole. Exécutez-le. » La liaison de communication s'activa. Une femme humaine apparut à l'écran, le visage empreint de détermination et d'une autre émotion que Velure reconnut comme une peur contenue par sa volonté. Elle portait un uniforme bleu foncé avec des insignes indiquant son grade de capitaine. « Ici le capitaine Sarah Chen de l'UNC Prometheus », annonça la femme. Sa voix restait assurée malgré les armes pointées sur son vaisseau. « Je demande l'autorisation de m'entretenir avec les autorités du Concordat au sujet d'une question de sécurité galactique. » Feltia sentit un frisson la parcourir. Les humains ne demandaient généralement pas la permission. Ils ne parlaient certainement pas de sécurité galactique lorsqu'ils étaient eux-mêmes coupés du monde. « Capitaine Chen, je suis l'ambassadrice Velia. Vous avez violé l'accord de quarantaine. Faites demi-tour immédiatement, sinon les systèmes automatisés vous détruiront. » La capitaine humaine secoua la tête. « Je ne peux pas faire cela, ambassadrice. Nous avons découvert quelque chose qui change tout. La zone interdite n'est pas ce que vous croyez. »« Expliquez-vous », exigea Velcha, même si une partie d'elle brûlait d'envie de savoir ce que cette humaine avait découvert. Le capitaine Chen se pencha en avant, et son regard croisa celui de Velcha à travers l'écran. « Nous avons pénétré dans la base de données du Concorde. Il nous fallait savoir pourquoi vous nous aviez enfermés. Ce que nous avons trouvé n'était pas une liste de nos crimes. Nous avons trouvé des cartes stellaires, anciennes,
antérieure à la formation du Concordat. Ces cartes montrent que cette région de l'espace était interdite bien avant l'apparition de l'humanité. La quarantaine n'a pas été construite pour nous retenir, ambassadrice. Elle a été construite pour empêcher autre chose d'entrer. Felcia sentit ses jambes flancher. C'était impossible. Les concordants avaient construit cette barrière précisément pour les humains. Tout le monde le savait. Les archives historiques étaient main claires. Mais les humains avaient le don de découvrir ce que les autres voulaient en garder caché. Leur persévérance exaspérait les autres espèces. Vous insinuez que les concordants ont menti? Demanda Felcia lentement. Je dis qu'ils ont oublié la vérité, répondit le capitaine Chen. Ou alors, ils l'ont si bien dissimulé qu'ils ont eux-mêmes oublié pourquoi. Ambassadeur, nous nous enfonçons plus profondément dans cet espace interdit. Nous allons découvrir ce qui se cache réellement ici. Vous pouvez nous aider ou nous arrêter, mais nous n'irons pas en arrière. La communication fut coupée. Felcia observa le moteur. Vaisseau humain s'éloignait à toute vitesse de la barrière, filant vers l'espace obscur inexploré depuis des millénaires. Les plateformes de défense le suivirent, mais ne firent pas feu, Velcho ayant désactivé leur réponse automatique. Costel la fixait, abasourdi. « Ambassadrice, vous les avez laissés partir. Le Conseil vous destituera pour cela. » Shaw se tourna vers son assistante et fit le geste signifiant l'acceptation des conséquences. Peut-être. Mais si ce capitaine humain a raison, nous avons des problèmes bien plus graves qu'un diplomate ayant enfreint les règles. Envoyez un message au Haut Conseil. Dites-leur que nous avons besoin d'une session d'urgence et que les humains posent des questions que nous aurions dû poser depuis longtemps. Elle jeta un coup d'œil par le hublot, observant le minuscule point du Prométhéeus disparaître dans l'obscurité inconnue. Pour la première fois en 30 ans, Velcho ressentit quelque chose d'inattendu. Un mélange d'espoir et de crainte. Car les humains avaient le don de s'attirer des ennuis, mais aussi celui d'y survivre. Le Prométhéeus se déplaçait dans l'espace obscur tel un fantôme, ses capteurs scrutant l'horizon à la recherche du moindre signe de danger. Le capitaine Sarah Chen était assise dans son fauteuil de commandement, les yeux rivés sur les écrans qui n'affichaient que du vide. Son équipage cherchait depuis 3 jours, suivant des coordonnées enfouies dans des fichiers cryptés si anciens que la plupart des systèmes modernes étaient illisibles. Son ingénieur en chef, Marcus Webb, avait passé 2 semaines rien que pour déchiffrer les protocoles de sécurité. Yuki Tanaka, la xéno-archéologue, se tenait près du fauteuil de Chen. C'était une femme menue, qui paraissait trop jeune pour avoir 3 doctorats, mais son regard trahissait l'intelligence vive qu'il avait rendue célèbre dans les milieux universitaires. « Capitaine, nous approchons des coordonnées. S'il y a quelque chose ici, nous devrions le voir bientôt. » Chen acquiesça et se pencha en avant. Elle avait tout risqué pour cette mission, sa carrière, son vaisseau et peut-être même la vie de son équipage. Le commandement spatial des Nations Unies n'avait pas autorisé ce voyage. En fait, il lui avait formellement ordonné de rester dans la zone de quarantaine. Mais lorsqu'elle avait vu ces cartes stellaires et compris que l'humanité avait été trompée pendant 2 siècles, elle sut qu'elle devait découvrir la vérité. « Contact !» lança le lieutenant Rodriguez depuis la station de détection. « Je détecte quelque chose d'important à la surface d'une planète devant nous. Très important. » La planète apparut sur l'écran principal à mesure qu'il s'approchait. C'était un monde mort, gris et sans vie, sans atmosphère digne de ce nom. Pourtant, à sa surface, même depuis l'orbite, il pouvait distinguer des structures massives, s'étendant sur des kilomètres, faites de matériaux qui reflétaient étrangement leur faisceau de balayage. « Mon Dieu !» murmura le docteur Tanaka. « Ce sont des ruines antiques. Mais elles ne proviennent d'aucune espèce répertoriée dans la base de données Concorded. » Chen sentit son cœur s'emballer. « Faites-nous atterrir. Trouvez un point d'atterrissage près de la plus grande structure. » Le Prométhéeus traversa la fine atmosphère et se posa sur une zone rocheuse plate, à proximité de ce qui ressemblait à un temple ou un monument colossal. La structure s'élevait à au moins 1 kilomètre dans le ciel,
recouvertes de symboles et de motifs si insoutenables qu'il était douloureux de les regarder trop longtemps. L'équipe se prépara à l'exploration de surface. Après avoir revêtu leur combinaison environnementale et vérifié leur équipement, Chen prit la tête de l'expédition, accompagné du docteur Tanaka Webb et de leur médecin de combat, le docteur James Carter. Ce dernier avait insisté pour venir, arguant qu'explorer d'anciennes ruines extraterrestres sans assistance médicale revenait à prendre des risques. Chen avait accepté, tout en espérant qu'il n'aurait pas besoin de ses compétences. La surface de la planète était froide et silencieuse. Leurs bottes crissaient sur des roches qui semblaient intactes depuis des millions d'années. En s'approchant de la structure, Chen constata que les symboles qui la recouvraient n'étaient pas en bas aléatoires. Ils formaient des motifs semblables à une écriture, mais dans une langue qui lui faisait pleurer lorsqu'elle essayait de la déchiffrer. « Archimède, pouvez-vous analyser ces symboles » demanda Chen. Archimède était l'intelligence artificielle du vaisseau, conçue pour la reconnaissance de formes et la résolution de problèmes. Sa voix parvint à travers le haut-parleur de son casque, calme et précise. « Analyse en cours, capitaine. Les symboles utilisent des principes mathématiques qui suggèrent une civilisation très avancée. Je détecte des motifs répétitifs qui pourraient être de nature linguistique. Cependant, leur complexité dépasse tout ce que contiennent nos bases de données actuelles. Cela prendra du temps. » Le docteur Tanaka passait ses mains sur le mur, son scanner émettant un bip continu. « Ces matériaux ne sont pas seulement anciens, capitaine. Ils sont antiques. Je relève des signatures de décomposition qui suggèrent que cette structure a été construite il y a au moins 5 millions d'années, voire plus. Ces bâtisseurs vivaient ici bien avant l'apparition des espèces concordantes actuelles. Ils ont découvert une entrée, une porte massive qui avait été scellée mais qui s'est fissurée au fil des siècles. Webb l'examina d'un œil d'ingénieur et la déclara suffisamment sûre pour y entrer. L'équipe alluma ses lampes et pénétra à l'intérieur. L'espace était immense, une salle qui aurait pu contenir une petite ville. Les murs étaient couverts de symboles et, au centre de la pièce, se dressait un pilier de cristal qui luisait encore d'une faible lueur bleue. À mesure qu'ils s'approchaient, la lumière s'intensifia et soudain, l'air se remplit de sons. Non pas des sons à proprement parler, mais des vibrations que leurs combinaisons captèrent et traduisirent en quelque chose que leurs oreilles pouvaient net percevoir. C'était une voix qui parlait une langue qu'aucun d'eux ne connaissait. Pourtant, Chen parvint à en comprendre des bribes. Les mots se formèrent dans son esprit comme des souvenirs étrangers. Avertissement, danger, ils reviennent. Je vous ai préparé. Archimède lui chuchota à l'oreille d'une voix pressante. Capitaine, je reçois une quantité considérable de données de ce cristal. Il émet dans plusieurs formats. Je commence la traduction. Veuillez patienter. Ils attendirent dans l'obscurité, observant le cristal pulser de lumière. Chen sentit la sueur lui couler dans le dos malgré la climatisation de sa combinaison. Ce lieu avait quelque chose d'important, une importance qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Après ce qui lui parut une éternité, mais qui ne dura que 10 minutes, Archimède reprit la parole. « Traduction terminée, capitaine, vous devez entendre ceci. » La voix parvint clairement à travers les haut-parleurs, dans un anglais monocorde et artificiel. Nous sommes les progéniteurs. Nous avons bâti des mondes-jardins à travers cette galaxie. Nous y avons installé la vie, conçue pour survivre et combattre. Les dévoreurs reviennent par cycle, dépouillant les galaxies de toute vie. Nous les avons combattus. Nous les avons arrêtés, mais nous n'avons pu les détruire. Ils reviennent tous les 10 millions d'années. Lorsque vous découvrirez ce message, le cycle recommencera. Les mondes que nous avons créés, ces mondes de mort où la vie doit lutter pour survivre. Ce sont vos sanctuaires. C'est ici que naissent les guerriers. Ne fuyez pas ce qui vous attend. Vous êtes nés pour combattre. Ne périssez pas là où nous avons triomphé au prix de grands sacrifices. Le message se répétait,
Mais Chen n'écoutait plus. Elle pensait à la Terre, à la dureté de la vie là-bas, comparée à celle des autres mondes, à la façon dont les humains avaient évolué pour devenir des chasseurs, acharnés, poursuivant leur proie jusqu'à l'épuisement. L'histoire de l'humanité était jalonnée de guerres et de luttes pour la survie face à l'adversité. La voix du docteur Tanaka tremblait. « Capitaine, comprenez-vous ce que cela signifie? La Terre a été conçue. Nous avons été conçus. L'humanité a été créée pour combattre ce qu'on appelle les dévoreurs. » Chen activa sa liaison radio avec le vaisseau. « Archimède, renvoyez immédiatement sur Terre tout ce que vous avez recueilli. Cryptez les données avec les protocoles les plus sophistiqués et envoyez-en une copie à l'ambassadrice Velia à la station de surveillance. Elle mérite de connaître la vérité. » La transmission étant en cours, le capitaine Chen regarda son équipe. Ils avaient tous compris ce qu'ils avaient découvert. Le Concorde n'avait pas seulement dissimulé l'humanité. Ils avaient dissimulé la vérité. Une terrible menace se préparait. Une menace qui avait anéanti des civilisations des millions d'années auparavant. Et l'humanité, confinée dans sa zone de quarantaine, était peut-être la seule espèce capable de la combattre. « Nous devons fouiller l'ensemble du complexe », déclara Chen. « Si les ancêtres ont laissé des avertissements, ils ont peut-être aussi laissé des armes. Nous avons du travail à faire. » La salle du Haut Conseil du Concordat galactique était plongée dans le chaos. L'ambassadrice Vela n'avait jamais rien vu de tel de toute sa carrière. La salle était une sphère immense où flottaient des représentants de 200 espèces dans leurs environnements de prédilection, reliés par des systèmes de traduction et des écrans holographiques. À cet instant précis, chaque représentant tentait de prendre la parole simultanément. La transmission du Prométhéeus était arrivée 6 heures auparavant. Le capitaine Chen ne s'était pas contenté de l'envoyer à Vela. Elle l'avait diffusé sur toutes les grandes chaînes, y compris les réseaux publics. En moins d'une heure, chaque espèce de la concordance était au courant de l'existence des progéniteurs, de l'avertissement et des créatures, s'appelées dévoreurs. La paix, si précieusement maintenue, se fissurait comme de la glace. Belkia observait le président du conseil, un être ancien nommé l'ancien Tom, qui tentait de rétablir l'ordre. Tom appartenait à la race la plus ancienne, l'espèce qui avait fondé Concorde il y a 50 000 ans. Il ressemblait à une méduse flottante faite de lumière, à la fois belle et terrifiante. Quand il parlait, sa voix portait le poids des âges. « Silence !» ordonna Tom, et la salle se tut aussitôt. « Nous traiterons cette affaire avec la dignité qu'elle mérite. Ambassadrice Velshaw, vous avez laissé passer le vaisseau humain. Vous avez violé le protocole. Expliquez-vous. » Belcha se dirigea vers le centre de la salle, consciente que sa carrière était terminée, quoi qu'elle dise. Mais la vérité primait sur sa position. « Anciens, je les ai laissés passer car ils posaient des questions que nous aurions dû nous poser. Le capitaine humain avait raison. La zone interdite est antérieure à la mise en quarantaine de l'humanité. J'ai consulté les archives originales datant d'il y a 50 000 ans. La vérité s'y trouve, enfouie dans des archives auxquelles personne n'a eu accès depuis des millénaires. Un représentant des Krell, une race belliqueuse pacifiée lors de son ralliement au Concordat, prit la parole. Quelle vérité! Que nous la cachons aux contes de fées. Les dévoreurs ne sont que des mythes, des histoires que les cultures primitives racontent pour expliquer les catastrophes cosmiques. Belcha se tourna vers le Krell. Alors, expliquez-nous le fonctionnement des stations de surveillance spatiale. Expliquez-nous pourquoi 6 d'entre elles sont restées silencieuses ces 3 derniers mois, le long de la périphérie galactique. Expliquez pourquoi nos capteurs à longue portée détectent des anomalies correspondant aux signatures énergétiques décrites dans les archives des ancêtres. Le silence retomba dans la chambre. La lumière de l'ancien Tom Rowe faiblit légèrement. Vous avez accédé à des informations classifiées, ambassadeur. Oui. Après la diffusion humaine, je suis parti à la recherche de la vérité, et je l'ai trouvée. Felchia fit apparaître des écrans holographiques qui emplirent la pièce. L'aîné, tu te souviens? Tes ancêtres ont combattu les dévoreurs il y a 50 000 ans. Ils ont perdu 90% de la population de la galaxie durant cette guerre. Après leur victoire,
Après avoir repoussé les dévoreurs, ils ont fait un choix. Ils ont choisi d'oublier. Ils classèrent chaque document, chaque donnée concernant cette guerre. Ils se répétaient, ainsi qu'à leurs enfants, que cela ne se reproduirait plus jamais. Tommel ne le nia pas. Son silence suffisait à le confirmer. Un autre ancien, d'une espèce inconnue de Welschau, parla d'une voix rauque comme celle des pierres qui s'écrasent. Nous avons choisi la paix. Nous avons choisi de reconstruire plutôt que de vivre dans la peur. Avions-nous eu tort? C'était compréhensible, dit Welschau en s'efforçant de garder un ton respectueux. Mais ce n'était pas judicieux. Les dévoreurs reviennent. Les stations de surveillance le prouvent. Nous détectons leurs organismes précurseurs depuis 3 mois. Et au lieu de nous préparer, au lieu d'avertir qui que ce soit, vous avez voté pour le silence. Vous espériez que la menace s'estomperait. La salle s'est de nouveau enflammée. Les représentants exigeaient des réponses, s'accusaient mutuellement, réclamaient des mesures ou rejetaient la menace comme une exagération. Felkia les laissa débattre un instant avant de reprendre la parole. Sa voix perça le brouhaha. Les humains savent. La Terre le sait. Et pendant que nous nous demandions si la menace était réelle, ils se préparaient à la guerre. Elle a affiché des images de la Terre et des colonies humaines, des chantiers navals tournant à plein régime, des usines sur Mars produisant des armes et des armures, la ceinture d'astéroïdes exploitée à un rythme presque insensé, le commandement spatial des Nations Unies mobilisant tous ses vaisseaux. « Regardez-les, dit Belchaud. Ils connaissent la vérité depuis moins d'un jour et se préparent déjà au combat. Non par désir de se battre, mais parce que c'est leur raison d'être. Les ancêtres ont créé des mondes mortels comme la Terre pour engendrer des guerriers. Espèce capable de survivre à tout. Une espèce qui ne renoncerait jamais, même face à l'impossible. Un jeune représentant de l'espèce Chimari, un peuple réputé pour son esprit scientifique, prit la parole. Mais ils sont dangereux. Ils n'ont aucune notion de prudence. Ils vont se faire tuer et risquent d'entraîner d'autres personnes dans leur chute. Felchaud acquiesça d'un geste. Oui, ils sont dangereux. Ils sont violents et imprudents, et ils nous effraient. C'est précisément pour cela que nous avons besoin d'eux. Nous, espèces harmonieuses, avons vécu en paix si longtemps que nous avons oublié comment combattre. Nos armes sont défensives. Nos tactiques sont conçues pour minimiser les pertes. Notre culture valorise l'harmonie et la coopération par-dessus tout. Ce sont de bonnes choses en temps de paix, mais nous ne sommes plus en temps de paix. Elle a projeté des images issues des bases de données historiques de l'humanité, des guerres sur Terre, des conflits qui ont fait des millions de morts, des armes capables de raser des villes entières. Les représentants de Concorde ont été horrifiés par ces images. Voilà ce qu'est l'humanité, a poursuivi Belcha. Ils comprennent la destruction parce qu'ils l'ont pratiquée. Ils savent mener des guerres totales, car ils se les sont livrées entre eux et eux. Ils maîtrisent des concepts comme la destruction mutuelle assurée et les pertes acceptables, qui nous sont totalement étrangers. Ils nous terrifient, car ils représentent ce que nous avons tenté de dépasser par l'évolution. Mais peut-être était-ce une erreur. Peut-être devions-nous conserver une part de cette violence, une part de cette propension à commettre des atrocités pour protéger ce qui compte vraiment. La lumière du doyen Tomral pulsait lentement. Vous nous demandez de libérer les humains de la quarantaine, de les armer, de les lâcher sur une menace qui pourrait détruire la galaxie. Je vous demande de leur donner une chance de la sauver, dit Velia. Car si les dévoreurs reviennent vraiment, nos méthodes pacifiques ne les arrêteront pas. Nous avons besoin de guerriers, et nous avons enfermé les meilleurs de la galaxie parce qu'ils nous faisaient peur. Le silence régnait désormais dans la salle. Vela pouvait voir les représentants réfléchir, calculer, évaluer les risques. Elle savait ce qui les effrayait. S'ils libéraient les humains et qu'il n'y avait aucune menace, ils auraient à libérer une espèce dangereuse pour rien. Mais s'ils ne libéraient pas les humains et que la menace était réelle, alors tout le monde mourrait. L'amiral Marcus Okafor du commandement spatial des Nations Unies
apparut sur les canaux de communication. C'était un homme d'un certain âge, aux cheveux gris et au visage marqué par des cicatrices témoignant de son expérience du combat. Son autorité était palpable, même à travers l'hologramme. Honorable membre du Concordat. Galactique, déclara Okafor. Je ne vous demande pas la permission de nous défendre. Si les dévoreurs arrivent, nous les combattrons, que vous nous aidiez ou non. Mais je vous propose une alliance. Travaillez avec nous. Partagez votre technologie. Partageons nos tactiques. Ensemble, nous aurons peut-être une chance. Divisés, nous échouerons à coup sûr. Tom baissa la lumière, plongé dans ses pensées pendant un long moment. Finalement, il prit la parole. Le Conseil va voter. Tous ceux qui étaient favorables à la levée de la quarantaine et à la formation d'une alliance défensive se levèrent. Velcho observa le dépouillement. Le vote n'était pas unanime. Certaines espèces votèrent contre par peur ou par orgueil, mais suffisamment de voix se prononcèrent pour. La quarantaine fut levée. L'humanité était libre et la galaxie allait désormais affronter les dévoreurs ensemble. Le centre d'entraînement de la station Kepler était un lieu étrange où deux philosophies de guerre différentes tentaient de fusionner pour aboutir à une solution potentiellement efficace. L'ambassadrice Velia parcourait les couloirs, observant des marines humains, enseignait aux soldats concordiens des techniques de combat qui la mettaient mal à l'aise. Dans une salle d'entraînement, une sergente humaine faisait la démonstration de techniques de combat, rapprochée à un groupe de soldats triaxiens. Les triaxiens étaient doués avec les armes et la tactique, mais ils n'avaient jamais appris à se battre à main nue. Leur culture considérait cela comme primitif. La sergente humaine, une femme nommée Rodriguez, expliquait pourquoi c'était important. « Vos armes vous lâcheront », a déclaré Rodriguez, mimant un mouvement où elle tenait un couteau d'entraînement contre un mannequin. « Vos défenses céderont, vos munitions seront épuisées. Dans ces moments-là, vous devrez être capable de vous battre avec les moyens du bord. Votre corps est une arme si vous savez vous en servir. » Un des soldats triaxiens claqua des mandibules en signe de désaccord. « Mais c'est barbare. Nous sommes des êtres civilisés. » Rodriguez sourit, mais son sourire était assez amer. « Les dévoreurs se moquent de la civilisation. Ils veulent tout dévorer sur leur passage. Quand ils aborderont votre vaisseau et qu'il ne vous restera plus que votre corps, que ferez-vous? Leur demanderez-vous poliment de s'arrêter ?» Le triaxien resta sans voix. Rodriguez poursuivit la leçon, leur montrant les points de pression et comment utiliser leur structure corporelle naturelle comme arme. C'était brutal et efficace, et Velcho pouvait voir les soldats triaxiens commencer à comprendre malgré leur malaise. Dans une autre section, des ingénieurs humains travaillaient avec des scientifiques de Concorde à la conception de nouveaux vaisseaux. Le Concorde disposait d'une technologie défensive de pointe, de boucliers capables d'absorber d'énormes quantités d'énergie et de moteurs supraluminiques plus performants que tout ce que l'humanité avait pu concevoir. Cependant, son armement était conçu pour neutraliser plutôt que pour détruire, afin de donner à l'ennemi une chance de se rendre. Le commandant Webb, ingénieur en chef du Prometheus, discutait avec un scientifique Chimari de l'emplacement des armes sur un nouveau vaisseau. « Il nous faut des armes lourdes orientées vers l'avant », insistait Webb. Plusieurs systèmes redondants. Quand on engage l'ennemi, il faut le frapper fort et sans relâche. Le scientifique Chimari afficha un air perplexe. Mais cette conception rend l'arrière du navire vulnérable. Il est déséquilibré. C'est le but recherché, a expliqué Webb. Nous ne concevons pas un navire capable de fuir. Nous concevons un navire qui fonce sur l'ennemi et inflige un maximum de dégâts avant de couler. Certes, certains navires seront détruits. C'est acceptable si nous détruisons davantage des leurs. Les Chimari semblaient horrifiés. Des pertes acceptables. Vous prévoyez la destruction de vos propres navires. Moi, je me prépare à la réalité, dit Webb. À la guerre, des hommes meurent, des navires sont détruits. Si nous faisons comme si de rien n'était, nous perdons. Mieux vaut l'accepter et s'y préparer que d'être pris au dépourvu. Felcia s'éloigna avant que la dispute ne dégénère.
Elle trouva l'amiral Okafor au centre de commandement, absorbé par l'étude des affichages holographiques de la ligne de défense qu'il construisait dans le bras du Sagittaire. L'amiral paraissait fatigué, mais son regard était vif et concentré. L'ambassadeur Okafor la salua d'un signe de tête. Comment se déroulent nos exercices d'entraînement conjoints? Mal, admit Vela. Nos gens font des efforts, mais les différences culturelles sont importantes. Vos soldats trouvent en nos gens trop faibles. Nos gens trouvent en vos soldats trop violents. Trouver un terrain d'entente est difficile. Okafor esquissa un sourire, mais ils essaient. C'est l'essentiel. Dans quelques semaines, ils commenceront à se comprendre. Les humains apprendront à apprécier l'importance que les concordés accordent à la préservation de la vie. Les concordés apprendront que parfois, la violence est nécessaire pour préserver la vie. Ces deux leçons sont importantes. Velcho le rejoignit lors de la démonstration. La ligne de défense est presque achevée, mais, amiral, avons-nous suffisamment de vaisseaux? Les estimations basées sur les données des ancêtres suggèrent que la flotte des dévoreurs comptera des milliers d'unités. Nous avons ce que nous avons, dit Okafor. 300 vaisseaux habités, 500 vaisseaux Concorde, plus des navires de soutien et des plateformes défensives. Ce ne sera pas suffisant pour une bataille conventionnelle, mais nous n'allons pas mener une bataille conventionnelle. Il afficha des écrans tactiques présentant des plans de bataille que Velia n'avait jamais vus auparavant. Des stratégies humaines issues de leur guerre terrestre, modifiées pour le combat spatial. Tactiques d'embuscade, guérilla adaptée à la tridimensionnalité. Des missions suicides immobilisant plusieurs vaisseaux ennemis. C'était impitoyable, ingénieux et terrifiant. Vos peuples détesteront ces plans, dit Okafor d'une voix calme. Ils impliquent des sacrifices délibérés, des vaisseaux qui ne reviendront pas, des équipages conscients de leur mission sans retour. Ce n'est pas ainsi que le Concorde combat. Non, acquiesça Velcho. Mais c'est peut-être ce qui nous permettra de survivre. Avez-vous trouvé des volontaires pour ces missions suicides? Okafor la regarda droit dans les yeux. Tous les équipages humains se sont portés volontaires. Nous avons dû refuser des gens. Les vôtres se sont également portés volontaires, bien que moins nombreux. Mais il y en a. Les Krell en particulier. Ils se souvenaient de la guerre, même si des générations s'étaient écoulées depuis les derniers combats. Une alarme les interrompit. L'officier de communication lança d'une voix urgente. « Amiral, nous recevons une transmission du Prometheus. Le capitaine Chen dit qu'ils ont trouvé quelque chose. » L'écran principal afficha le visage du capitaine Chen. Elle paraissait épuisée, mais aussi très enthousiaste. Derrière elle, Vela aperçut l'intérieur d'une ancienne installation. « Amiral ambassadeur, nous l'avons trouvé, » annonça Chen. « L'arsenal, les armes des progéniteurs dont ils parlaient dans leurs archives. Il est dissimulé dans une dimension parallèle, accessible uniquement par des coordonnées précises. Ces armes sont bien plus puissantes que tout ce que nous possédons. Des destructeurs de planètes, des destructeurs d'étoiles, et une arme capable d'arrêter les dévoreurs. » « Quel genre d'arme ?» demanda Okafor. Chen jeta un coup d'œil hors champ, et son expression se fit grave. Il s'agit du réseau de feu solaire. Il peut générer des explosions d'énergie équivalentes à une nova, concentrée et dirigée. Un seul tir pourrait détruire un vaisseau capital. 10 tirs suffiraient à anéantir une flotte. Mais, amiral, il y a un problème. Il y en a toujours un, répondit Okafor. Lequel? Le système nécessite un équipage humain pour fonctionner. Les mécanismes sont trop complexes pour une intelligence artificielle, et les radiations qu'il génère tueraient quiconque l'utilise en quelques heures, peut-être même plus rapidement. C'est une arme qui exige la mort de son équipage pour être efficace. Le centre de commandement se tut. Feltia sentit son cœur s'emballer. Une arme si puissante, mais à un prix si élevé. C'était l'expression ultime de l'humanité, réalisa-t-elle. La victoire par le sacrifice. Okafor n'hésita pas. Pouvez-vous la déplacer sur la ligne de défense? On y travaille déjà, répondit Chen. Elle sera en place dans 48 heures.
Amiral, j'ai une question. Mon équipage et moi voulons être ceux qui la manient. Nous l'avons trouvée, nous la comprenons. Et nous sommes prêts à en payer le prix. Belcha aurait voulu protester, dire qu'il devait y avoir une autre solution, mais elle savait qu'il n'y en avait pas. Elle avait suffisamment étudié les humains pour savoir qu'une fois une telle décision prise, ils ne reviendraient pas sur leur décision. Ils avaient trouvé leur raison d'être. « Autorisation accordée », dit le capitaine Okafor, la voix rauque d'émotion. « Mais vous avez 48 heures pour former les équipages de réserve, au cas où. Compris ? Amiral Prometheus, terminé. » L'écran s'éteignit. Okafor resta immobile un instant, puis se tourna vers son état-major. « Apportez-moi tous les vaisseaux, capitaine. Nous devons finaliser les plans de bataille. Et que quelqu'un me fournisse toutes les informations dont nous disposons sur les tactiques des dévoreurs. Nous allons gagner ce combat à tout prix. » Belchaud observait l'amiral à l'œuvre, coordonnant la défense de la galaxie avec la même intensité qu'il déployait pour n'importe quelle tâche. Elle comprenait désormais pourquoi les humains étaient si dangereux. Ils n'acceptaient pas simplement la mort. Ils l'embrassaient lorsqu'elle servait un objectif. Ils avaient transformé le sacrifice en arme. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Elle espérait seulement que ce serait suffisant. Les dévoreurs arrivèrent comme une épidémie, leurs vaisseaux masquant les étoiles. Depuis la passerelle du réseau de feu solaire, la capitaine Sarah Chen observa des milliers de vaisseaux biologiques sortir de leur voyage supraluminique à l'orée du bras du Sagittaire. Chaque vaisseau était massif, comme s'il avait poussé plutôt qu'il n'avait été construit, vibrant d'une vie organique dont la seule raison d'être était de consommer. Il se dirigeait d'un pas décidé vers la ligne de défense où attendait la flotte de la coalition. L'équipage de Chen était désormais réduit à l'état de squelette. Les radiations du noyau énergétique du réseau avaient déjà commencé à les affecter. Dr Carter leur avait administré des injections pour ralentir les dégâts, mais cela ne faisait que retarder l'inévitable. Il leur restait peut-être 6 heures avant que les radiations ne les tuent, probablement moins une fois les tirs commencés. « Tous les postes, prêts », ordonna le lieutenant Rodriguez depuis le poste tactique. Sa voix était calme, mais Chen pouvait voir le tremblement de ses mains. Ils savaient tous ce qui allait se passer. « Archimède, état des systèmes de ciblage ?» demanda Chen. La voix de l'IA parvint au haut-parleur, calme comme toujours. « Tous les systèmes sont opérationnels, capitaine. J'ai identifié les nœuds de commandement des dévoreurs. Ce sont les grands vaisseaux au centre de leur formation. Si nous parvenons à les détruire, le reste de la flotte sera désorganisé. » Chen acquiesça et ouvrit un canal de communication avec l'amiral Okafor sur le porte-avions de commandement. « Le réseau est prêt, amiral. Nous attendons vos ordres. » Le visage d'Okafor apparut sur l'écran. Il paraissait plus âgé qu'il y a 2 jours, le poids du commandement se lisant sur chaque ride de son visage. Derrière lui, Chen pouvait apercevoir la passerelle du porte-avions, en pleine effervescence. Des centaines de vaisseaux se préparaient au combat. « Tenez bon, capitaine, laissez-les venir à nous. Il faut qu'ils soient regroupés avant d'ouvrir le feu. » La flotte des dévoreurs avançait lentement, leur formation serrée et organisée. Ils avaient déjà fait ça, réalisa Chen. Ils avaient anéanti d'innombrables civilisations. Ils savaient comment gagner, mais ils n'avaient jamais affronté l'humanité. Ils n'avaient jamais affronté d'être conçus pour survivre et se défendre. La flotte de la coalition ouvrit le feu la première, cherchant à réduire les effectifs ennemis avant qu'ils ne s'approchent trop. Des rayons d'énergie et des projectiles cinétiques déchirèrent l'espace. Certains vaisseaux dévoreurs explosèrent en gerbes de matière organique. D'autres encaissèrent les impacts et poursuivirent leur route. Chen observa la première vague de défenseurs engager le combat au corps à corps. Des vaisseaux d'une douzaine d'espèces différentes combattaient de concert, employant des tactiques mêlant une précision chirurgicale à une agressivité hors du commun. C'était insuffisant. Les dévoreurs étaient trop nombreux. Pour chaque vaisseau détruit, 3 autres prenaient sa place.
La ligne de défense tenait bon, mais de justesse. Chen voyait les vaisseaux se disloquer, les capsules de sauvetage s'éjecter, des pans entiers de la formation s'effondrer sous le poids de l'assaut. « Amiral, il faut tirer maintenant !» s'écria Chen d'une voix pressante. « Pas encore !» répondit Okafour. « Attendez mon signal. Il nous faut les nœuds de commandement à porter. » Chen observait la bataille avec une frustration grandissante. De plus en plus de vaisseaux étaient nés détruits. Le croiseur lourd Krell, qui avait si bien combattu lors des simulations, était mis en pièces par les canons à proue. Un vaisseau triaxien, gravement endommagé, commença à battre en retraite, évacuant son atmosphère et laissant échapper des flammes. Chaque seconde d'attente entraînait des pertes humaines. La voix de l'ambassadeur Velcho parvint sur un canal privé. « Capitaine Chen, sachez que vos actes à tous, resteront gravés dans les mémoires. Vous avez montré à la galaxie ce qu'est le véritable courage. »« Nous ne faisons que notre travail, ambassadeur, » répondit Chen, « comme tout le monde. »« Non, » dit Belchaud, « vous faites plus. Vous nous apprenez que certaines choses valent la peine de mourir. » Nous avions oublié cette leçon. La flotte des dévoreurs s'enfonça plus profondément, et Chen aperçut enfin ce qu'Okapor attendait. Les centres de commandement, ces immenses vaisseaux qui coordonnaient toute la flotte, s'étaient avancés pour exploiter leur avantage. Ils étaient désormais à portée. Tous. Chen sentit son cœur s'emballer. « À tous les vaisseaux, ici l'amiral Okafor. » La voix de l'amiral résonna sur tous les canaux. « Exécutez le plan Valkyrie. Je répète, exécutez le plan Valkyrie. » La flotte de la coalition changea soudainement de tactique. Au lieu de tenir bon, ils se dispersèrent, créant des brèches dans les défenses qui semblaient trahir la panique. Les dévoreurs percèrent les lignes exactement comme les humains l'avaient prédit. Ils agissaient selon leur instinct de submerger l'ennemi. Cet instinct avait fait ses preuves pendant des millions d'années. Aujourd'hui, ce serait un piège. Le capitaine Okafor ordonna alors à Archimède de verrouiller les cibles. « Feu à volonté !» ordonna Chen. Le réseau Sunfire s'activa. L'énergie accumulée en son cœur fut canalisée à travers d'anciens systèmes en un faisceau destructeur concentré, plus brillant qu'une étoile. Le premier tir traversa l'espace en un instant et frappa un nœud de commandement en plein centre. Le vaisseau dévoreur cessa tout simplement d'exister, vaporisé par une énergie à laquelle aucune matière organique ne pouvait résister. Chen ressentit immédiatement la forte augmentation des radiations. Des alarmes retentirent dans tout le réseau. La température sur la passerelle montait malgré le fonctionnement maximal des systèmes de refroidissement. Elle ignora tout cela et désigna la cible suivante. Feu à nouveau. Un autre poste de commandement s'effondra, puis un autre. L'équipe continua de travailler malgré la douleur, la chaleur, la conscience que chaque tir les tuait un peu plus vite. Rodriguez s'effondra à son poste après le 5e tir. Son corps ne supportait plus les radiations. Le docteur Carter la prit à part et prit les commandes. Ses connaissances médicales étaient inutiles face à ce qui les tuait tous. Feu à nouveau. La vision de Chen commençait à se brouiller. Elle sentait le goût du sang dans sa bouche. Les radiations détruisaient son corps au niveau cellulaire. Mais 6 nœuds de commandement avaient now disparu. La flotte des dévoreurs perdait le contrôle. Les vaisseaux s'entrechoquaient. Les formations se disloquaient. La flotte de la coalition se regroupa et exploita son avantage, se jetant sur l'ennemi désorienté. « Capitaine, le confinement du réacteur 3 est rompu », a rapporté Archimède. « Nous pouvons tirer encore 4 fois avant une défaillance catastrophique. Alors, autant les utiliser à bon escient, » a dit Chen. Sa voix était pâteuse. Elle sentait à peine ses mains. « Visez les nœuds de commande restants. Tirez à volonté. » Docteur, Carter entra dans la zone de tir, les mains tremblantes. Le réseau tira à répétition. 2 autres nœuds de commande tombèrent en panne. Un tir manqua les systèmes de ciblage, provoquant leur défaillance finale. Au 4e tir, le réseau lui-même commença à se désintégrer. D'énormes sections de l'ancienne structure se détachèrent et roulèrent à travers l'espace. « Capitaine,
je détecte une réaction en chaîne au niveau du noyau. Archimède déclara « Il nous reste peut-être 90 secondes avant la destruction totale. » Chen jeta un coup d'œil autour d'elle. Le lieutenant Rodriguez était inconscient. Marcus Webb s'était effondré sur sa console. Le docteur Tanaka était toujours à son poste, à peine consciente, mais continuait de travailler. Le docteur Carter croisa le regard de Chen, et toutes deux comprirent. C'était la fin. C'est ainsi que tout allait se terminer. Archimède, calcule un dernier tir, ordonna Chen. Visez le groupe le plus dense de vaisseaux dévoreurs. Utilisez toute notre puissance restante. Calcul en cours. Cible verrouillée. Capitaine, feu! Le réseau Sunfire libéra toute sa puissance dans une ultime explosion. Le faisceau d'énergie était plus large, moins concentré, mais couvrait une zone immense. Il balaya la flotte des dévoreurs comme une vague d'annihilation, détruisant des centaines de vaisseaux en quelques secondes. Le réseau se brisa aussitôt, sa structure ancestrale cédant enfin après des millions d'années d'attente. La capitaine Sarah Chen sentit le pont disparaître tout autour d'elle, tandis que le réseau se désintégrait. Elle ne ressentit aucune peur, seulement de la satisfaction. Ils avaient réussi. Ils avaient anéanti la flotte des dévoreurs. La coalition pouvait désormais l'emporter. L'humanité avait prouvé que ses ancêtres avaient eu raison de les concevoir à cette fin. Sa dernière pensée fut pour la Terre, belle et dangereuse, le monde qui avait fait de son espèce des guerriers. Elle espérait qu'il s'en souviendrait. Elle espérait qu'il comprendrait l'importance de la chose. Puis, plus rien que de la lumière. L'amiral Okafor observa depuis le porte-avions de commandement la désintégration du système Sunfire, emportant avec lui le capitaine Chen et son équipage. Il resta un instant silencieux, en hommage à leur sacrifice. Puis, il se tourna vers son équipe de passerelle. « Tous les vaisseaux, avancez, frappez-les avec toute notre puissance. Que leur sacrifice ne soit pas vain. » La flotte de la coalition s'élança à l'assaut. Les dévoreurs sans chef et désorientés tentèrent de se regrouper, mais il était trop tard. Les vaisseaux humains pénétrèrent profondément dans leur formation, se sacrifiant pour anéantir des groupes de vaisseaux ennemis. Les vaisseaux du Concordat fournirent un appui-feu, leurs boucliers défensifs protégeant les alliés les plus offensifs. Les chasseurs lourds, Krell, volaient comme des démons, leurs tirs. Culture guerrière ancestrale, leur rappelant ce que signifiait combattre sans pitié. La bataille dura encore 6 heures. À la fin, la flotte des dévoreurs était anéantie. Des vaisseaux biologiques brisés dérivaient dans l'espace, désormais inoffensifs. La coalition avait gagné, mais à un prix exorbitant. Près de 40% de sa flotte avait été détruite. Des milliers de personnes avaient battu et péri. L'ambassadrice Vela se tenait sur la passerelle de son vaisseau, contemplant le champ de débris. Elle n'avait jamais vu autant de morts. Elle n'aurait jamais imaginé être mêlée à une telle tragédie. Mais elle était vivante, son espèce était vivante, et la galaxie était saine et sauve. Des années plus tard, un mémorial fut érigé sur Terre en l'honneur du capitaine Chen et de l'équipage du Prometheus. Il se dressait au cœur de Genève, siège des Nations Unies. Le mémorial était un simple mur noir où étaient gravés les noms de tous ceux qui avaient péri lors de la bataille. À son sommet, on pouvait lire « Ils se tenaient entre les ténèbres et la lumière. Ils ont choisi de se sacrifier pour que d'autres puissent vivre. » L'amiral Okafor, désormais âgé et grisonnant, se tenait devant le mémorial avec l'ambassadrice Vela. Elle aussi avait changé. Sa carapace portait les stigmates des combats. Son regard reflétait la sagesse acquise en voyant le pire et en y survivant. « Croyez-vous que cela se reproduira ?» demanda Vela. Le progéniteur a dit que les dévoreurs reviennent par cycle. Okafor répondit. « Nous avons trouvé dans l'espace profond la preuve qu'un vaisseau germe s'est échappé, dormant mais vivant. Dans 10 000 ans, peut-être moins, ils reviendront. Alors, nous devrons être prêts.
nous le serons, dit Okafor. Cette fois, toute la galaxie sait ce qui nous attend. Cette fois, nous nous préparerons ensemble. Et si le capitaine Chen et son équipage nous ont appris quelque chose, c'est que certains combats valent tout ce que nous avons à donner. Ils restèrent silencieux, observant des enfants humains et extraterrestres jouer dans le parc autour du mémorial. Les enfants ne comprenaient pas le prix de ce qu'ils voyaient. Ils ignoraient ce qui avait été sacrifié pour qu'ils puissent jouer ici en toute sécurité. Mais un jour, ils apprendraient. Un jour, ils comprendraient. Et lorsque les dévoreurs reviendraient, ils seraient prêts. Car l'humanité avait montré à la galaxie ce que signifiait véritablement le courage. Elle avait rappelé aux êtres civilisés que parfois, la paix doit être défendue par la violence, que certaines causes méritent en fait qu'on meure pour elles, que les guerriers ne sont pas des vestiges barbares, mais des gardiens indispensables. Le vaisseau humain avait pénétré dans la zone interdite et tout changé. Cette découverte n'avait pas seulement sauvé la galaxie, cela l'avait transformée. Et les humains, jadis enfermés comme trop dangereux, étaient désormais reconnus pour ce qu'ils étaient vraiment, des protecteurs, des défenseurs, les guerriers que leurs ancêtres avaient conçus. La galaxie ne serait plus jamais la même, et c'était précisément ce dont elle avait besoin.